La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Nous allons, tu sais quoi, vous avez plein de pancartes. Je vais les montrer et tu vas les décrire. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Riposte trans. Ouais. Alors attends, je redis. Nous sommes, donc il y a à peu près 2,5 millions de gens qui vous regardent. Groupe thématique droit nouveau LGBTI aux amphis 2025. Non mais pose ton assiette. Non mais c'est de la glace, tu peux. Elle est super bonne en plus, c'est vanille fraise. Vanille fraîche, c'est classique. C'est plutôt pas mal. C'est bien. Ouais. De temps en temps, ça fait du bien. Alors, riposte trans. Bah, en fait, c'est assez simple, tout est dans le titre en fait. Riposte trans. On est actuellement plutôt dans un moment inverse. Il y a plutôt des attaques contre les droits des personnes trans et l'idée c'est de renverser. C'est ce qu'on fait souvent nous dans les groupes on va dire qui défendent les droits des personnes LGBT, c'est qu'on essaye de renverser le stigmate ou de renverser on va dire l'impulsion et on a vraiment envie de mettre en avant la question des droits des personnes trans. Particulièrement la question des personnes trans mineures, qui est vraiment la porte d'entrée en fait de tous les discours réactionnaires et extrême droitistes. Je ne vais pas te mentir, pour moi, c'est pas un sujet quotidien. Ouais. Mais évidemment, j'ai vu l'offensive anti-trans, mais je ne sais pas d'où elle vient exactement et surtout pourquoi elle a pris comme un feu de paille, me semble-t-il. Est-ce que je me trompe ou pas Elle prend comme un feu de paille parce que c'est une porte d'entrée idéale pour l'extrême droite. Parce que si tu veux, on aborde la question de l'adolescence, on aborde la question donc aussi de la manipulation, ce qu'on peut reprocher aux communautés LGBTQIA+, c'est comme peuvent le faire d'ailleurs certains pays qui interdisent en fait la promotion, qui interdisent la sensibilisation, qui interdisent en fait le travail autour de ces questions-là, en fait, ouvrir les esprits. On est accusé en fait de prosélytisme. Et si tu veux, la question trans et en particulier la question des droits des mineurs trans, pour eux, c'est vraiment l'endroit où ils peuvent taper fort parce qu'il s'agit de manipulation d'esprit, il s'agit en plus pour eux dans un regard qui est très naturaliste en fait sur la question en fait des corps, sur la question des identités, eh bien de démontrer en fait au grand public que ce que l'on raconte en fait c'est des affabulations et qu'on manipule les esprits en faisant croire aux gens qu'il n'y a plus en fait les règles qui sont les règles habituelles qui seraient le masculin, le féminin et les sexes qui sont assez structurants. Alors, deuxième pancarte que je découvre en la déployant, toujours bi, jamais nazi. Alors, toujours bien, jamais nazi, tu vois bien qu'il y a déjà pour le coup une rime, mais tu vois la question. Alors qu'il n'y en avait pas tout à l'heure, non. J'étais un peu déçu sur la première pancarte. Mais tu vois, regarde, on s'est rattrapé. On s'est rattrapé. Toujours bi. Alors, tu sais, la bisexualité, c'est pareil, c'est une thématique qui a du mal en fait à émerger dans l'espace public et dans l'esprit des gens parce que la bisexualité, c'est un peu parmi les sujets qui cassent la binarité en fait. Et donc, tu vois, dans l'esprit des gens, en fait, on pense beaucoup binaire. Donc, on pense hétérosexualité, homosexualité. La bisexualité, qu'est-ce que c'est? C'est ni l'un ni l'autre, on choisit pas son camp. Et donc, bon, évidemment, on associe quand même toujours notre combat pour les extrémistes contre les extrémistes de droite, si tu veux. Donc, c'est sûr, nazi, ça rime avec bi. Mais en fait, la bisexualité... Alors, ça l'a dit le chat. Ouais, qu'est-ce qu'il nous dit, le chat? Le chat, et je salue Kaman qui est... Non, il y a Kelly, rime pauvre. Oui. On peut pas forcément toujours avoir une immense, on va dire, inspiration concernant les rimes, tu vois. Parce que, en fait, le travail de rime, c'est pas le travail principal, en fait, ni du GT, ni des militants. Ouais, ça se voit. Mais, merci beaucoup. Mais c'est... Comment? Mais viens là. Allez, viens là. Alors, celle-là, hop, attention. Ah, voilà, j'arrive au bon moment. Exactement. Là, on est pas mal, là. Alors là, on est sur une bonne rime. Rime riche ou pauvre? Toujours lesbienne, jamais RN. Vas-y, je t'en prie. Alors, ça parle de soi, non? T'as bien sûr. T'as quelque chose à en dire? Moi, ce que j'arrête pas de leur dire, c'est que ça parle de soi. Oui, mais alors. Mais est-ce que la rime déjà est riche ou pas? Alors, est-ce que la rime est ça au niveau du chat? Parce que mais alors, attendez. Bon. Non, mais voilà, c'est important de dire. On a une déclinaison. On voit bien que déjà, en fait, on a une espèce de famille comme ça qui va se retrouver et pour le coup,
LGBTQIA+, pour la plupart des gens qui t'écoutent, ils savent ce que ça veut dire cet acronyme. On a parlé des bi, on parle des lesbiennes, on va parler des gays, on va parler des Tu trans. spoil. Et donc on a essayé quand même à chaque fois de pouvoir mettre en avant nos thématiques, mais en même temps de se dire que c'est des thématiques qu'on retrouve aussi Alors, la rime dans est le champ riche. politique. La rime est riche, la rime est donc validée par le chat. Merci le chat. Vous pouvez rester dans votre stand. Let's go. Mais, On aime bien le jamais. mais Bah, par exemple, nous, Oui, on accentue mais- beaucoup sur le jamais. ok. Alors là, c'est un peu. Le toujours aussi, hein. c'est un Toujours peu- jamais. Parce que Non, non, je problème, ne c'est que suis pas emmerdé. Parce que RN, Marine Le Pen. Ouais. Dis-nous. Les lesbiennes contre Marine Le Pen. Ah, C'est mais quoi déjà la c'est pour ça. chanson? Mais c'est pour ça qu'on met le jamais, si tu veux, parce que le jamais, ça veut pas dire nulle part. En fait, on sait très bien qu'il y en a, et c'est pour ça que nous, en fait, pour nous, c'est un enjeu, en fait. Oui, mais C'est-à-dire précisément, que- là, j'essaie de réfléchir avec vous. Ouais. Voilà un parti qui, depuis 20 ans, présente une femme Ouais. aux élections. Il n'y en a pas beaucoup. À gauche, enfin, ici, il y a eu un peu les luttes ouvrières, etc. Enfin, bon, voilà. Il y a un peu Ségolène Royal. Mais moi, ça m'embête de rentrer dans la vie privée, y compris des gens comme ça, mais dont on subodore que. Alors pour Marine Le Pen, on ne sait pas parce que pour le coup, en fait, mais en revanche, on connaît l'orientation d'un certain nombre de son staff et on sait qu'effectivement, il y a une homosexualité très présente en fait au RN. Je vais dire rapidement, parce que je suis fatigué, j'espère que vous comprendrez bien le mot, de modernisme, de modernité, à afficher le truc, ou en tout cas à laisser paraître, Ouais. dans un parti qui, pourtant, a priori, est extrêmement conservateur. Après, ça, c'est aussi lié aux enjeux liés à l'homonationalisme. Justement, c'est aussi affirmer que nous, on n'est pas dans ces vibes-là et on n'est pas sur un truc impérialiste. Où c'est la version blanche des LGBT, en vraiment tout le noyau le plus raciste, etc. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de lesbiennes, gays, bi qui vont donner leur voix, enfin beaucoup. Il y en a certains qui vont donner leur voix au RN, mais nous, c'est aussi affirmer que nos communautés ne sont pas représentées par ces quelques personnes individuelles qui vont être mises en avant. Voilà, C'est on aussi- propose autre chose. C'est aussi simplement politiser aussi, parce que c'est pas seulement des identités, mais nos vécus. Et les politiser. Là, on a une conférence tout à l'heure à 13h30 sur la question de la précarité des personnes LGBTI. Et c'est ça aussi, en fait, c'est que le RN, certes, il y a des personnes LGBTI qui sont au RN. Pour autant, ce qu'ils proposent dans leur programme politique, ça participe à nous précariser, et pas seulement les personnes LGBTI, mais toute la société. Et nous qui faisons face à des problématiques particulières, par nos statuts de minorité, mais c'est aussi vrai pour les minorités de couleur de peau, enfin n'importe quoi. Et c'est politiser nos identités, c'est aussi permettre d'offrir des réponses politiques qui sont nécessaires, simplement. Mais est-ce que tu peux me dire en quoi, vraiment c'est une question, en quoi dans le staff, le fait qu'il y ait des gens LGBT+, ça vous précarise? Ah non, c'est pas qu'il y ait des gens LGBT+ dans le staff. D'accord. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a aussi déjà un premier point, c'est qu'on a abordé la question du racisme et c'est vraiment leur angle d'attaque et leur porte d'entrée pour séduire en fait des populations LGBTQIA+, qui se laissent séduire par des stéréotypes, qui se laissent séduire par, on va dire, une représentation du monde très segmentée, du mauvais communautarisme. Nous, on défend l'idée de l'identité, mais pas l'identité nationale, qui est l'identité qu'eux et elles défendent. Nous, notre identité, elle n'est pas nationale. Notre identité, elle est individuelle, elle est choisie, parce que c'est de l'autodétermination. Et la question du racisme, elle est vraiment centrale. Moi, je viens de Nice. À Nice, autant te dire que la question, en fait, du racisme, elle est très forte, que la question, en fait, de l'extrême droite, elle est très forte, même si... pour le coup, on est dans un territoire de droite et d'extrême droite, et le racisme est très présent dans l'esprit de certaines personnes LGBTQIA+, qui voient l'autre, l'étranger, comme la menace. Ça fonctionne vraiment énormément, en fait. C'est quelque chose qui est en résonance. Et la précarisation, finalement, elle vient de là. C'est-à-dire que, évidemment,
on oppose les communautés les unes aux autres, parce qu'on ne se connaît pas, on finit par se faire peur. Moi, par ailleurs, je fais de l'intervention au milieu scolaire, je vais dans des établissements scolaires. Moi, quand je vais dans un établissement scolaire dit de quartier populaire, on m'explique que ça va être plus compliqué pour moi de parler d'homophobie, parce que je vais me retrouver face à des populations qui sont beaucoup plus rétives, en fait, à parler de ces sujets. Et tu vois, en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ou en tout cas, moi, je retrouve toujours les mêmes types de réactions homophobes, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les quartiers bourgeois. Donc, en fait, il y a ce ressort-là, qui est un ressort vraiment ethnique. C'est-à-dire, le discours du RN, c'est, d'un côté, il y a nous, les Blancs, et avec nos bonnes mœurs d'occidentaux. Et puis de l'autre côté, il y a les barbares, et les barbares, ils sont forcément homophobes. Et ça fonctionne, et c'est ça le problème. C'est pour ça que nous, on veut jamais, c'est pas le RN, c'est les idées qui sont véhiculées par le RN, c'est-à-dire la haine de l'autre, et en particulier la haine de l'autre racisé, la haine de l'autre, le musulman, qui forcément seront, on va dire, des barbares, homophobes, transphobes, et c'est eux qui nous jettent par les fenêtres. Alors, oui, tu voulais dire quelque chose ? Puis du coup, je pense que revendiquer nos identités de bi, de lesbiennes comme des choses politiques, c'est aussi justement empêcher le RN et globalement toutes les idées d'extrême droite de dépolitiser justement ces luttes, de les voir que comme des identités hors de la société et qui donc peuvent être oui mais je suis homo ou je suis lesbienne ou peu importe, mais ça n'a aucune autre incidence sur ma vie. Bah si, en fait, matériellement, ça a des incidences sur nos vies. Et ça a toujours été comme ça dans les personnes LGBT. Ça a toujours eu une incidence sur nos vies. Et c'est bien beau de vouloir se faire une respectabilité en disant non, mais moi, je suis respectable, tout va bien. Mais en fait, nos identités sont politiques et il faut le revendiquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lesbiennes au RN ou qu'il faut leur enlever l'étiquette de lesbienne. Mais je pense que c'était aussi un peu ça. Après, voilà, ça reste des petits slogans. Bien sûr. Et puis, c'est très nouveau. Aussi, un des trucs que j'aimerais dire, c'est le fait que généralement, lorsqu'on a le cliché des Arabes, de banlieue homophobes, tout ça, ce genre de choses, c'est qu'on ne pense pas aussi le fait que dans ces groupes de personnes, il y a des personnes qui sont dans les deux à la fois, en fait. Il y a des personnes noires LGBT, des personnes arabes LGBT, des personnes musulmanes LGBT. Et du coup, être aussi dans ce discours-là, c'est vraiment vouloir segmenter une identité, en fait, d'un côté et de l'autre, en fait, alors que c'est une identité transversale. Et ça fait en sorte que, du coup, ça génère aussi... non seulement du stress communautaire qu'il y a tout ceci, mais également aussi la nécessité de devoir créer de nouveaux modèles et de nouvelles manières d'organisation pour pouvoir faire en sorte de trouver un moyen pour ces personnes-là qui sont à cheval sur ces identités-là, de pouvoir évoluer dans ce monde-là, quoi. Parce qu'il y a des problèmes justement dans la communauté LGBT de racisme et de l'autre côté aussi dans les autres communautés d'homophobie. Et du coup, il faut trouver un espace en fait, qui permette de ne pas segmenter une identité d'un côté vis-à-vis de l'autre. Il y a une question du chat de Optimistique qui vous demande... Bonjour Optimistique. L'homonationalisme qui le révulse, ce sont des idéologies aussi le LGBTQIA+. Comment peut-on y répondre quand on est soi-même concerné ? Comment y faire face ? À l'homonationalisme, ouais. C'est ça. Quand on est soi-même LGBT, c'est ça ? Ouais. Comment ? Oui. Quand on est soi-même LGBT ? Oui. Ouais, du coup aussi, moi ça rejoint un petit peu sur empêcher une récupération à bas coût, de dire sur les respectabilités des membres qui seraient LGBT, ORN, etc. Après, du coup, c'est un travail qu'on a en interne. On prépare aussi des rapprochements auprès des associations, etc. sur ce sujet de l'homonationalisme. Après, ce qu'il y a à faire individuellement, ça devient compliqué. Là, je pense qu'il faut aussi s'organiser collectivement. Moi, dans ma conviction personnelle, c'est les enjeux liés au racisme et à l'impérialisme qui vont être déterminants dans les années à venir. Et même en tant que blanche LGBT, moi, c'est quand même ce que je regarde premièrement sur les luttes. De manière générale, c'est l'angle qui sera toujours le mien parce que c'est déterminant. C'est là où les attaques vont être les plus violentes, etc. En tant que trans, il y a beaucoup d'assauts qui sont dirigés vers nous, nos communautés. C'est très simple de nous attaquer à bas coût parce qu'il n'y a pas grand monde pour prendre notre défense, mais c'est aussi vrai pour les personnes noires, arabes, musulmanes, etc. Vas-y. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour lutter contre l'homonationalisme, ce qu'il faut déjà, l'une des choses fondamentales dans la définition de l'homonationalisme, c'est le fait que, disons que ça reste un discours de façade, en fait.
Et dans ce cas-là, il faut toujours, je dis bien toujours, rappeler justement les positions officielles sur les personnes LGBT que ces partis politiques de droite ou d'extrême droite, voire même macronistes, ont officiellement en fait. Lorsqu'on voit justement, par exemple, Aurore Berger qui va voir justement, qui invite à justement les transphobes en chef, là, je ne sais plus les deux codes, là, comment ça s'appelle. Ouais. Voilà. Ou de l'autre côté, lorsqu'on voit justement des discours liés au LGBT, etc., alors qu'on a des informations sur le fait qu'au RN, parfois, il y a des personnes qui ont été marginalisées et ça, et que le programme lui-même, justement, est anti-LGBT, on peut toujours poser la question, très bien, vous dites que les Noirs et les Arabes, etc., sont dangereux, sont homophobes, etc., factuellement, lorsqu'on vous voit aussi dans votre projet de société, c'est ça, voire même pire, parce que même ces personnes-là, en soi, n'ont pas de débouché politique direct, en fait. Le danger, c'est que vous arrivez à l'Assemblée nationale et vous passez X, Y, Z ou autres lois qui permettent de pourrir la vie de personnes de manière réelle. Et moi, je suis désolé, en tant que personne noire LGBT, je préfère qu'on me traite de sale lesbienne ou autre, plutôt qu'on décide via justement une ordonnance écrite par je ne sais pas quel troufion d'extrême droite de m'enlever mes droits d'une manière ou d'une autre. Au niveau de l'Europe, on a quand même des exemples. Alors, on a des exemples internationaux, mais au niveau de l'Europe, on a quand même des exemples de pays qui ont basculé en fait dans des situations en fait de nationalisme, et en particulier la Hongrie, dont on a beaucoup parlé puisque il y a 2 mois a eu lieu une manifestation qui était interdite par le pouvoir, une grande manifestation, une grande Pride qui a réuni beaucoup de monde et qui a réuni beaucoup de monde au-delà de la communauté LGBTQIA+. Alors évidemment, il y a des membres de la communauté LGBTQIA+ européenne qui sont venus soutenir nos adelphes hongroises et hongrois pour faire de cette manifestation une réussite, mais ces personnes nous ont exprimé en fait leur surprise à avoir compris que pour le coup, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas concernées, qui étaient venues, parce ces personnes avaient compris en fait qu'il y avait un enjeu qui dépassait le simple enjeu de la défense de la communauté LGBTQIA+. Attaquer cette communauté, c'est attaquer les droits humains, et attaquer les droits humains, ça va à un moment ou à un autre. Et on le voit aux États-Unis. Aux États-Unis, les premières communautés qui sont attaquées, c'est les communautés d'étrangers, c'est les communautés en fait LGBTQIA+. Et c'est là où on se dit que c'est par là qu'on commence. Et donc, en fait, pour répondre concrètement à la question, comment on fait ? Les personnes hongroises et hongrois, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles sont sorties dans la rue. Elles sont sorties dans la rue, elles ont manifesté, donc elles se sont rassemblées. Elles se sont rassemblées, je suis sûr en fait qu'elles ont commencé à créer des connexions. Les personnes qui étaient seules se sont rassemblées, et c'est ce que tu disais. C'est le collectif en fait qui permet les choses. Parce qu'en revanche, le collectif, ça donne 2 choses. Un, une visibilité, c'est-à-dire que le pouvoir hongrois quand même a reculé. Il avait annoncé qu'il allait, pour le coup, mobiliser ses policiers pour verbaliser l'ensemble des manifestants, ce qu'il ne va pas faire parce que c'est quelque chose qui est impossible à faire. Grâce au nombre, et puis par ailleurs, il y a quand même une joie et une ferveur de se retrouver ensemble, de pas se retrouver seul et de construire des discours qui sont des contre-discours qui vont permettre de combattre en fait. Alors évidemment, ça paraît simple de le dire comme ça, mais je vous assure que nous, on fait de la structuration collective, on travaille avec des associations travaillent entre elles aussi, et en fait, ça donne de la force pour combattre des discours. Ce que tu le disais tout à l'heure, ça reste des discours, c'est-à-dire que face à des gens qui prônent en fait une communauté ethnico, je sais pas quoi, biologique en fait, ça tient pas la distance. Ça tient pas la distance sur plein de points, économiquement, démographiquement, ça tient pas la distance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive aussi nous à se convaincre que ces discours-là sont des discours qui peuvent se combattre, mais il faut élaborer en fait des stratégies collectives pour cela. Alors, je voudrais qu'on fasse la dernière pancarte. Elle est super en plus, tu vas l'adorer. Voilà. Le meilleur pour la fin. Toujours inter, carrément déter. Elle est jaune. Alors là, elle est jaune sur. Elle est jaune sur. Rien de pauvre. Rien de pauvre. Maître Capella. Comment ? Alors c'est jaune sur violet parce qu'en fait là on travaille la question des intersexes. En fait c'est vraiment une question qui est l'angle mort en fait de la communauté LGBTQIA+. Ça commence un peu, on va dire, à se démocratiser. Parce qu'il y a plein de questions là-dessus. Et ben voilà.
Vas-y, allez-y. Ok. Bah en fait, disons que l'intersexuation, c'est un état, comment dire, biologique dans lequel en fait on possède des caractéristiques sexuelles qui ne sont pas forcément délimitées comme étant celles d'un homme ou celles d'une femme en fait. Et que résultat, l'intersexuation peut se manifester de différentes manières. Ça peut être hormonal, par exemple dans mon cas. Ça peut être aussi beaucoup plus, comment dire, corporel dans le sens que parfois on peut avoir des organes génitaux qui sont dans un état entre les deux, etc. Et justement, tout ceci, ça entraîne des mutilations, en fait. Le fait que ces corps-là ne rentrent pas justement dans une case précise, du coup, sont considérés comme déviants. Et donc, il y a des chirurgies, entre guillemets, correctrices, faites sans le consentement de la personne, en fait, ou de l'enfant ou de l'adulte qui a ce genre de choses, pour pouvoir le faire entrer dans un moule aussi. Donc, c'est ça, justement, le fait, justement, de la lutte des personnes intersexes, c'est pouvoir justement avoir la capacité telle que l'on l'a et justement, et de s'il y a des changements qui soient faits via l'autodétermination de la personne et pas via des décisions unilatérales d'un médecin, d'un soignant, des parents ou de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors vas-y, reprends le micro. Très déterminé à mettre cette question en avant. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit dans tous les esprits. C'est 2% des naissances et les personnes inter sont extrêmement invisibilisées. Il faut les rendre visibles. Si Macron veut pas, ouais. Extrêmement invisibilisée et aussi extrêmement sujette, encore une fois, à la précarité, c'est ce dont on parlait. Ouais. Par exemple, on abordait la question des problèmes de logement et des personnes sans domicile fixe. Donc, dans la population LGBTI, on a 20% qui vit ou a vécu des situations sans domicile fixe. Chez les personnes intersexuées, c'est ça, hein. Ça monte jusqu'à 27%. En comparaison, dans la population générale, c'est 4%. Pour dire à quel point on subit ce genre de choses et à quel point, en fait, dans nos spécificités que contiennent le sigle LGBTI, c'est des choses à prendre en compte. La réalité des personnes intersexes, ça a été beaucoup mis de côté. Pourtant, c'est un combat de front pour justement, comme vous avez dit, l'autodétermination qui est super important pour tout le reste en fait de l'arc-en-ciel. Donc oui, trop important d'aborder ce sujet et voilà et d'être déter et d'avoir plein d'énergie pour défendre ça. Alors à propos d'énergie, dernière question, après je vous laisse filer vos glaces et discuter. Est-ce que vous estimez que les grandes instances du mouvement LFI vous entendent vraiment? J'ai entendu hier Mélenchon faire 2-3 évocations comme ça sur une scène en 2 heures, mais ça m'a paru bien léger. Dites-moi la vérité, vous trouvez que c'est léger ou vous trouvez que c'est formidable ce qu'il fait sur lui? C'est honteux, c'est honteux, c'est la honte. On nous entend. Non, je rigole. En fait, premier degré, je dirais déjà de base que le GT LGBTI, d'ailleurs, c'est un des GT les plus développés de la France insoumise actuellement, donc justement qui recrute vraiment beaucoup. Les programmes justement de la France insoumise liés aux questions LGBTI sont rédigés par nous en fait via nos discussions et nos échanges. Par moi personnellement bien sûr, par le GT en fait. Ouais. Il date de 2022. Hein. C'est ça. Bon, on va le mettre à jour. Donc du coup il y a déjà ça. Ensuite on a le lien avec les associations. On a aussi du coup, on a aussi le lien avec les associations, des associations LGBT qui nous transmettent justement leur volonté et ainsi de suite. Et ensuite, c'est directement intégré dans les programmes, en fait. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on fait également de la formation envers, que ce soit les élus ou les militants, en fait, pour les renseigner sur ce genre de sujet. Donc, du coup, je dirais qu'en fait, on est plutôt bien entendu dans le sens que notre travail en soi a des débouchés directs, en fait, vis-à-vis de responsables politiques, et on a pu voir justement qu'ils ont pu nous défendre sur certaines lois en fait qu'ils ont tenté de faire passer à l'Assemblée, ou certaines en fait où ils nous ont clairement défendus face à des politiques, qu'elles soient racistes, homophobes ou transphobes. Voilà. Alors oui, heureusement le chat traduit. GT égale groupe de travail, auteur et autrice de livres programmatiques. Ouais, c'est un groupe thématique effectivement, et tu as raison, c'est 2022 parce qu'en fait on est en train de renouveler en fait les livrets. C'est vraiment un travail en fait de va-et-vient entre la société civile, les associations et le mouvement. Et donc forcément en fait
on pose à un moment donné en fait des dispositions qui sont des dispositions qui vont donner lieu ensuite à un travail parlementaire et à une défense en fait de nouveaux droits, de nouvelles lois. Et là, on est en train de lancer le processus pour évidemment en fait les prochaines échéances. Donc, on a commencé à travailler la question municipale qui est maintenant quasiment élaborée et on va évidemment travailler la question des présidentielles. Donc, en fait, là, on est vraiment en fait dans un aller-retour entre les sachants, les assos, les gens de terrain, et puis nous qui sommes aussi des gens de terrain parce que pour le coup on est aussi beaucoup issus en fait d'associations pour alimenter une base qui est déjà une base qui est très solide et très honnêtement, tu verras dans le chat, il y a assez peu de partis politiques en fait qui défendent aussi directement. Est-ce que vous êtes satisfait de comment Oui. Regarde, on a un stand, on est présent, non, pas tous, justement. Il est pas moche. Non, il est pas mal et c'est un des plus actifs. On a réussi vraiment à faire venir un grand nombre de nos élus et pour le coup, franchement, on peut être très très heureux de l'écoute qui est proposée. Ouais, et il me semble que c'est la première année qu'un groupe thématique a un stand. C'est le nôtre. Il est magnifique. Et en plus, on a fait une conf et apparemment il y a le plus de monde. Donc voilà, basiquement on est trop stylé. Moi j'ai envie de vous dire, on est trop stylé, on est les meilleurs. La France insoumise nous mérite pas. Et puis voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, et merci pour Et puis du coup, on a aussi des députés géniaux qui nous soutiennent et dont Ségolène Amiot qui fait un travail sur les questions LGBTI qui est au top. Et aussi, qui sont présents et qui Handicarbrat. Sarah Legrain. Non, vraiment, on a une écoute en fait de la part des parlementaires que moi j'ai jamais trouvé ailleurs. Vraiment, faut nous croire sur parole. Sur parole, c'est impossible. Oui, mais si, je le jure. Et puis venez voir les conférences et les tables rondes qu'on organise. J'aimerais bien en faire encore plus dans le futur. Elles sont sur YouTube, notre chaîne YouTube, notre Insta, notre TikTok. Voilà. C'est filles LGBTI sur YouTube, Insta, X, TikTok, filles LGBTI. On a nos conférences, etc. Si vous ne pouvez pas nous voir en vrai, voilà, il y a tout notre contenu. Voilà. Eh ben, super. Et effectivement, le chat a raison. La glace a fondu. La glace a fondu. J'adore la glace. Alors voilà, si en plus on peut joindre l'utile à l'agréable, alors c'est parfait. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Ah mais super. Ciao. La riposte, c'est vous. Donnez au poste.